Les rituels respectés sur le reflet de Kinshasa, Kin 24, votre télévision. Merci pour la fidélité renouvelée. Comme nous le disons, c'est les jours et l'heure de la page rétrospective de la semaine pour analyser, pour commenter l'essentiel de l'actualité. Nous avons eu une semaine riche en actualité, parmi lesquelles nous citons l'affaire des émoluments des députés, nous citons la grève des professeurs des institutions universitaires publiques et instituts supérieurs, mais sans oublier aussi l'entrée des troupes kenyanes dans les cadres des forces sous-régionales. Nous recevons sur ces plateaux l'acteur politique que vous connaissez déjà, Alain Bolodjoa, acteur politique, comme je l'ai dit, président national du parti Lèvons-nous et Bâtissons, à qui nous disons bonjour, monsieur Alain Bolodjoa. Bonjour à vous, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment va Lèvons-nous et Bâtissons? Bon, au-delà des contraintes, nous nous efforçons à fonctionner normalement et nous sommes en voie de légalisation, je dirais assez bien. Nous évoluons assez bien. Vous êtes en voie de légalisation, donc vous fonctionnez encore dans l'illégalité? Non, non, la Constitution, encore moins la loi, nous interdit de fonctionner parce que pour respecter les conditionnalités prévues par la loi dans ces articles 10, 11, 12, 13 et même 14, la loi portant fonctionnement, organisation et fonctionnement des partis politiques, nous devons d'abord exister sur le plan sociologique avant d'exister sur le plan légal. Et pourquoi avoir choisi cette appellation ou cette dénomination, Lèvons-nous et Bâtissons? Bon, l'inspiration... Comme si le pays n'était pas encore bâti, comme si les Congolais n'étaient pas encore debout, alors que l'hymne national est dit. Nous sommes debout. Non, mais nous sommes debout, mais l'hymne national nous demande aussi de bâtir, parce que le terme bâtir est tiré aussi dans cet hymne national. Mais ce qui est vrai, nous sommes inspirés de livre de Néhémie, chapitre 2, verset 18, où on a vu un certain nombre de jeunes qui se sont levés pour reconstruire leur pays, pour bâtir un nouveau Israël, et justement parce qu'ils avaient pris conscience, et nous sommes dans cette logique-là. Lèvons-nous et Bâtissons, le parti que vous gérez comme président national, et de quelle obédience? Nous sommes naturellement de l'opposition. Opposition, proche de l'opposition, proche du pouvoir? Bon, je ne pense pas qu'on peut créer un parti pour être au pouvoir, dès lors que la création déjà justifie la position que l'on prend par rapport à un certain nombre d'éléments. Et naturellement, nous sommes de l'opposition et nous aspirons à être du pouvoir demain. Merci beaucoup pour ces détails. Espérons que tout ira mieux pour que Lèvons-nous et Bâtissons fassent longue vie et soient implantés sur l'ensemble du territoire national. C'est ça notre souhait. Nous entamons cette page rétrospective de la semaine, comme nous l'avons dit, une semaine riche par cette sélection du vendredi 29 septembre. L'arrivée progressive de la force de EAC dans la partie est de la RDC est perçue différemment. Pour l'ECD, parti cher à Martin Fayulu, cette entrée des troupes kenyanes après les contingents burundais n'est rien d'autre que la concrétisation du plan de la balkanisation du pays de Lumumba. Les forces armées des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ces forces armées sont considérées pour nous à l'ECD comme les forces d'occupation qui viennent pour balkaniser notre pays. Aujourd'hui, nous avons appris de la bouche de M. Antoine Félix Tshilombo que les forces kenyanes qui viennent dans le cadre de cette opération vont entrer par Bunagana, qui est le représentant du gouvernement congolais de Kinshasa, qui est à Bunagana pour recevoir les militaires qui viennent du Kenya. Donc, ce sont les Rwandais d'IM23 qui sont à Bunagana qui vont recevoir ces forces comme les partenaires qui viennent renforcer leur action. Avis soutenu par Diabanza Monanene, cadre de l'UDPS, qui trouve dans le déploiement de cette force la continuité des accords de Nairobi. Et en cas de résistance du Rwanda, les recours à la force ne sera pas exclure. Il y a un élément de taille qui rentre en compte,
c'est l'accord de Nairobi. Et avant de parler de cet accord, il y a l'accord de Luanda. Les forces qui sont venues ici veulent assez qu'en premier, l'accord soit respecté. Et ils sont en train de donner une chance réellement à notre frère Kagame, qui est le signataire de la partie qui doit respecter l'accord, de comprendre que, si possibilité il y a, de demander à son M23 de partir, de sortir de la RDC en paix. Si tel n'est pas le cas, à quoi bon réellement de recourir à cette force? Encore, le numéro 1 du contingent kényan, la force régionale, n'a pas pour vocation d'attaquer la position des M23, mais plutôt de créer une zone tampon. Dénoncer les dangers qui guettent les populations locales dans l'exploitation du pétrole en RDC. C'est autour de cela que Greenpeace Afrique a réuni ce jeudi 29 septembre les professionnels de médias pour leur faire part des conclusions du rapport de la voix des communautés locales contre les appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers lancés par le gouvernement. Pour Greenpeace, ce projet aura de l'impact négatif sur les plans environnemental, sanitaire et bien d'autres. Sur ce, Greenpeace se fait passer pour la voix des sans-voix afin de demander une annulation immédiate des appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers. Nous demandons l'annulation immédiate des appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers et on ne veut pas de nouveaux blocs pétroliers et gaziers en RDC. Un pays solution, les actions doivent être dans la voie de donner des solutions et non de créer des impacts environnementaux que personne ne pourra corriger à l'avenir. Nous demandons une promotion des investissements dans les énergies renouvelables comme la solution pour les populations vivant en milieu rural. Le pétrole et les gaz sont des sources d'énergie non renouvelables, ce qui les rend peu fiables et constitue une menace éventuelle pour la sécurité énergétique. Cela signifie donner la priorité à l'accès de l'énergie aux Congolais. Nous demandons la sécurisation des droits fonciers des communautés locales et peuples autochtones, notamment par le biais des gestions communautaires de forêts et de la nouvelle loi sur le peuple autochtone dans notre pays. Ce rapport est un premier effort pour préserver les modes de vie en général de certaines communautés qui subiront les pires conséquences de l'exploration pétrolière. C'est pour cette raison que Greenpeace Afrique et ses partenaires ont mené les missions sur terrain pour dire non à ces projets qu'ils qualifient de suicidaires. Vous avez certainement corrigé avec moi, j'allais parler du jeudi 29 et non vendredi. Monsieur Ali Bolodjoa, vous avez suivi tour à tour d'abord l'entrée des troupes kenyanes après l'arrivée de troupes burundaises qui fait déjà débat, soit tenues de l'opposition, soit tenues du pouvoir pour soutenir ou ne pas soutenir l'arrivée de cette force de EAC. Bon, je constate avec regret que les grandes questions sont abordées avec autant de légèreté. Premièrement, il faut qu'on nous fasse d'abord le rapport détaillé de l'état des sièges. Parce que le gouvernement a eu à lever des options en rapport avec la question sécuritaire. Et nous savons que lorsqu'on décrète l'état des sièges, on suppose qu'on va militariser la zone, on va renforcer la présence militaire, on va donner la démonstration à l'armée, on va renforcer les opérations sur le terrain pour qu'on arrive effectivement à rétablir l'ordre. Ce qui est surprenant, sans que l'on mette fin à l'état des sièges, on fait recours à des armées étrangères et fort malheureusement, nous nous rendons compte que personne n'a leur feuille de route, encore moins leur calendrier. Nous avons tous suivi M. Félix Tshisekedi qui a dit qu'effectivement, parmi ces troupes, il y aurait les Kenyans qui devraient entrer par Bunagana. Et j'ai suivi le secrétaire général de l'ECID qui a clairement dit qu'apparemment M. Félix Tshisekedi ne comprenait même pas ce qui se faisait et c'est quand même décevant. Ils vont venir chez nous, oui. Mais quelle est leur mission? Ils sont déjà chez nous. Non, ils sont chez nous, oui, mais quelle est leur mission? Parce que lorsque nous voyons le Burundais, les Kenyans, les Ougandais, et ainsi de suite, ils viendront chez nous pas pour imposer la paix, mais pour créer un cadre de dialogue entre le gouvernement et le M23. Et lorsque nous le disions, personne ne voulait nous croire.
Aujourd'hui, les gens comprennent que ces forces viennent justement pour accomplir la même mission qu'avait la MONUC en son temps. Ils sont là pour faire observer les cessez-le-feu. Et M. Félix Tshisekedi, qui a prétendu ne pas négocier avec le M23, l'avait accepté, peut-être maladroitement. Il se rend compte qu'aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix que de se soumettre aux caprices de cette organisation qui nous l'a imposé sans nous consulter et sans nous donner le vrai raison qui justifie. Vous consultez, mais c'est aussi ça le rôle de l'Assemblée nationale. Non, mais le rôle de l'Assemblée nationale. Les députés représentent les peuples, les députés vous représentent valablement. Non, mais non, les députés ne nous représentent pas valablement, d'autant plus qu'ils n'ont pas été choisis. Et M. Félix Tshisekedi, ils n'ont pas été choisis par le peuple. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, M. Félix Tshisekedi l'a dit. Il y a des choses qui ont heurté la conscience collective. Il voulait dire quoi par là? Une majorité factice, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut d'abord faire l'état des lieux, de l'état des sièges, mais aussi de notre armée. Si nous ne pouvons pas rétablir l'ordre, cela veut dire que l'État se déclare défaillant. Même on peut toujours recourir à une force régionale, à une force voisine pour nous prêter main forte. Ça arrive. Oui, mais ça arrive. Ma condition d'abord de connaître la situation des départs de notre armée. Si notre armée n'est pas en mesure de venir à bout de cette réalité, c'est en ces moments-là qu'on fait recours. Mais lorsqu'on avait décrété l'état des sièges, on a donné l'impression que nous étions en mesure. Et là, il n'y a pas longtemps, M. Félix Tshisekedi a signé des accords dans le cadre de la bilatéralité avec l'Ouganda pour avoir l'appui des Ougandais. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, que ces forces viennent chez nous, quelles sont les garanties que ces forces viendront justement pour imposer la paix? Ils ne viennent pas pour cela. Ils vous disent qu'ils vont créer une zone tampon justement pour empêcher à notre armée d'imposer l'ordre. Bunagana sera entre les mains de ces assaillants rwandais et en ces moments-là... Ça, c'est la première étape. Certainement qu'après négociation, si le M23 ne se retire pas de Bunagana, ils vont certainement passer à l'étape supérieure ou recourir à la force. Non, mais attention, dans leur communiqué final, ils n'ont jamais parlé de ça. Parce qu'on veut nous berner aujourd'hui. Lorsque nous en parlions, personne ne nous croyait. Au sortir des assises, ils ont signé un communiqué conjoint disant, ils n'ont d'ailleurs jamais taxé le Rwanda comme un pays faisant partie de la crise. Et puis, deuxièmement, ils n'ont jamais qualifié le M23 comme un groupe terroriste. Ce qui veut dire que le M23 sont considérés comme des Congolais. Ils vont s'asseoir avec M. Félix Tshisekedi et sa cohorte pour faire semblant de négocier alors que les négociations ont eu lieu il y a bien longtemps. Et après, on va nous dire, voilà, le M23 va intégrer notre armée et on va répondre aux caprices du Rwanda. Je considère pour moi que c'est de la haute trahison. Ils doivent se préparer. Un jour, ils seront jugés pour cela. Apparemment, le président national de Lèvons-nous a des révélations à faire. Mais nous allons poursuivre. Mais nous avons suivi une deuxième sélection, un deuxième reportage s'agissant de la prise de position catégorique de Greenpeace par rapport aux offres pétrolières, aux appels d'offres pétroliers et gaziers en RDC. Pour Greenpeace, cette initiative ne peut pas être appliquée pour raison de protection de l'environnement et de la protection de la population. Bon, je suis toujours dans le regret de constater que les grandes questions sont abordées avec autant de légèreté. J'ai suivi la dame qui a pris position par rapport à cette organisation internationale. Je voudrais d'abord lui rappeler que l'État congolais, c'est un État souverain. Nous avons, nous aussi, le droit de polluer, bien que nous ne sommes pas totalement d'accord par rapport à la procédure telle qu'enclenchée par ces gouvernements, mais je considère quand même c'est grave de voir une organisation internationale venir chez nous et nous prouver notre droit d'exploiter nos ressources. Donc, si on veut une initiative non soutenable. Non, mais l'initiative, que ce soit l'initiative du gouvernement, que ce soit l'initiative... Je parle de la prise de position des Greenpeace. Effectivement, que ce soit l'initiative du gouvernement, que ce soit la prise de position de cette organisation internationale, je considère qu'ils doivent arriver à faire une analyse croisée des enjeux écologiques et économiques. J'ai écrit un livre sur cette question, pas la question de l'exploitation du pétrole, mais la question de le conflit écologique et économique.
Moi, je considère qu'on ne peut pas prétendre interdire au Congo d'exploiter ses ressources pour des raisons d'impact environnemental. Parce que nous ne sommes pas le premier et nous sommes nullement le dernier. Voilà. Lorsque vous prenez en termes des émissions de gaz à effet de serre, nous ne sommes pas classés parmi les premiers. Les pays qui sont à la base de l'exploitation de pétrole contribuent substantiellement dans l'Organisation des Nations Unies et je suis sûr et convaincu cette organisation bénéficie de ces financements. Alors, ils doivent éviter de nous amener dans ces débats-là. Si, par exemple, elle avait plutôt développé l'idée d'insister sur l'impact économique d'abord, on allait peut-être voir comment soutenir dans une certaine mesure leur posture. Mais lorsque vous prenez position dans un pays souverain et vous interdisez, bien que le gouvernement étant illégitime, vous interdisez à ces gouvernements... Ces gouvernements illégitimes? Ces gouvernements, le gouvernement qui a pris l'initiative de lancer l'exploitation, ce gouvernement est illégitime, mais je considère pour ma part, on ne peut pas interdire à un peuple souverain d'exploiter ses ressources. En ce qui concerne l'impact environnemental, il y a possibilité de réduire l'impact environnemental, bien que cela étant coûteux. Et lorsqu'on parle au nom et pour le compte de la population riveraine, cette population n'a pas été consultée. La population a besoin de développement et naturellement, le pays peut exploiter, comme ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait partout dans le monde. On ne peut pas interdire à un pays souverain d'exploiter ses ressources. Mais là où nous ne sommes pas d'accord avec ces fameux gouvernements, premièrement, les études qui ont été menées n'ont pas commencé par ces gouvernements. Ce sont des informations qui datent. Et deuxièmement, le gouvernement passé qui avait tenté... Nous sommes dans le cadre de la continuité des luttes. Non, mais voilà pourquoi nous voulons éclairer d'abord l'opinion sur la procédure. Le document qu'ils utilisent aujourd'hui date de longtemps. Les études de préfaisabilité ont été menées par le gouvernement précédent. Ce qui est vrai, la question de l'impact environnemental a été posée. Mais pourquoi ne pas amener un document qui atteste le mécanisme de la réduction de l'impact environnemental? C'est ça le vrai débat. Et fort malheureusement, j'avais suivi Madame Bazaïba, qui est ministre en charge de l'environnement. En tout cas, elle a eu une posture militante. Ça n'a rien de technique. Quoi de plus normal, c'est un membre du gouvernement? Non. Les membres du gouvernement sont le chef des départements et leur avis doit être technique. Elle s'est comportée en militante d'un parti politique et nous avons senti qu'il n'y a pas assez d'éléments. Ce qui veut dire que nous sommes dans une bonne démarche d'aller exploiter nos ressources, mais nous n'arrivons pas à convaincre. Il ne suffit pas seulement de lancer l'appel d'offres. Et d'ailleurs, cet appel d'offres n'a pas été lancé de la bonne manière parce que nous apprenons que le Congo-Brazza, les investisseurs qui étaient au Congo-Brazza, qui ont été rejetés par ces pays, aujourd'hui ont gagné du terrain chez nous parce qu'il y a eu de voies scabreuses justement pour passer ces marchés. Nous considérons qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la réduction des impacts et surtout sur l'impact économique dont la population a besoin. Je l'avais dit, nous sentons dans vos dires, nous sentons dans votre argumentaire qu'il y a des révélations, mais on est buté par les temps, mais nous aurons le temps d'en parler. Poursuivons cette page rétrospective avec cette deuxième sélection du mercredi 28 septembre. C'est au cours de cette première plénière de la session du septembre que l'élu du Haut-Katanga Nanou Mbemba, à part une motion incidentielle, exigeait des explications de ses deux collègues, à savoir Délicé Sanga et Jean-Baptiste Kassikwa, sur les émoluments des élus nationaux. Nous avons tous suivi, et l'opinion tant nationale qu'internationale avec nous, l'opprobre que les collègues Jean-Baptiste Kassikwa et Délicé Sanga ont jeté sur nous et notre vulnérable, pour ne pas dire vénérable institution, notamment en distillant à travers différents médias que chaque député national, y compris moi-même, est bénéficiaire de 21 000 $ américains, voire même 27 000 $ américains, soit 42 millions de francs congolais à 54 millions de francs congolais. De façon consciente et pour des visées non avouées, nos deux collègues nous ont jetés en pâture.
pour que cette population déverse sur les députés nationaux que nous sommes non seulement sa colère inhérente aux difficultés du moment, mais aussi la loi du talion sur nous. Pour l'élu de la circonscription de Kipushi, ses collègues ont violé les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement, car les revenus d'un élu ne peuvent pas être mis à la portée de tous. Tout député a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. Au vu de ce qui précède, je sollicite de l'auguste Assemblée la mise sur pied d'une commission spéciale temporaire qui aura pour but d'entendre les deux collègues dont question dans cette motion afin qu'ils puissent nous éclairer sur les motivations profondes qui les ont poussés à tromper l'opinion par des allégations mensongères. À en croire l'auteur de cette motion incidentielle, les deux élus seront entendus par la commission spéciale au plus tard le lundi de la semaine prochaine. Le mal ou la révélation est venue de l'opposition et dès la rentrée parlementaire, les députés, les élus montent au créneau pour dénoncer le non-respect du règlement intérieur. Vous avez porté à la place publique un débat interne. Vous mettez à la place publique sans preuve ce que gagne ou les revenus d'un député. Monsieur Alain Bolodjoa, l'opposition se distingue toujours dans le mal. Bon, en tout cas, je suis toujours dans le regret de constater que les grandes questions de l'État soient abordées avec autant de légèreté. Je ne connais pas le monsieur qui vient de prendre parole, mais je me rends compte qu'il est dans une fourberie qui les caractérise et il doit faire beaucoup d'attention dans le terme qu'il utilise. Il veut nous dire que la publication des émoluments des députés est un secret. Nous l'apprenons parce que dans la loi des finances, ce n'est pas le cas. Si c'est sans preuve, c'est ça. Non, mais attention. Il parle de la publication intentionnelle des émoluments des députés. Il considère ça comme un fait grave, que l'on ne pouvait pas le faire. Et c'est parmi les raisons qui justifieraient cette motion contre les deux députés. Et puis deuxièmement, il dit que c'est en violation du règlement intérieur. Mais attention, entre le règlement intérieur et le loi ou la Constitution, qu'est-ce qui doit primer sur l'autre? Si le règlement intérieur interdit à un député de dire ce qu'il touche, la Constitution voudrait assez que, au nom du principe de la transparence de finances publiques, que l'on nous dise ce que chaque Congolais touche. Ce qui veut dire que leur règlement intérieur est inconstitutionnel. Deuxièmement, lorsqu'il prend les risques de nous lancer dans ces débats, il faut que ces débats aient lieu. Et ça doit passer à la RTNC, pourquoi pas dans toutes les chaînes. Mais avant d'y arriver, il faut que lui, qui a pris l'initiative, qui nous dise d'abord qu'est-ce que le Parlement dégage en termes de frais de fonctionnement, en termes de fonds de recherche et les autres dépenses liées au fonctionnement de cette institution. Mais en ces moments-là, apparemment, vous n'êtes pas à la page parce que la situation a évolué. La commission spéciale est déjà mise en place. Dès la semaine prochaine, on va entendre les deux élus. Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit, pour étayer sa posture dans l'opinion, il faut qu'on amène plusieurs autres éléments complémentaires. Parce que c'est qui est vrai. On vous a brandi pendant plusieurs moments, pendant un long moment, le bulletin de paye. Nous savons tous comment se calcule la rémunération. À ne pas confondre avec les salaires, qui n'est qu'une composante. Premièrement, lorsqu'on vous dit qu'un député toucherait 16 millions de francs congolais, je considère pour ma part que c'est déjà trop. Parce qu'on ne peut pas donner... si c'était 16 millions. Oui, déjà là. On ne peut pas donner à la représentation nationale 8 000 $ le mois, alors que le dernier de Congolais a 106 000 francs. C'est déjà en torse. Parce que dès lors que nous ne sommes pas en mesure d'appliquer les SMIG, qui est aussi une loi, on ne peut pas brandir le 16 millions comme si c'était un fait bénin. Deuxièmement,
Lorsqu'on vous parle de 16 millions, cela n'exclut pas d'autres avantages liés à la fonction. Ça fait partie de la rémunération. Si les députés ont droit à 5 000 $ par exemple, comme transport, comme prime, comme comment on peut appeler le prime ou le frais de recherche, comme le fonds de recherche, comme 1 000 $ pour le frais de le droit de lecture. Si on peut parler en termes de droit des stylos, tous ces éléments-là qui n'ont pas de soubassement légal, nous pouvons dire qu'effectivement ces gens touchent au-delà de ce que l'État mérite de leur donner. Nous pensons que ce débat a sa raison d'être, parce que c'est quand même surprenant. Nous avons la même cagnotte. Nous avons le même revenu. Le débat a sa raison d'être par rapport à l'initiative de la motion incidentielle ou par rapport aux révélations? Non, mais c'est par rapport aux révélations. Lui veut maintenant occulter cette réalité justement parce qu'il se comporte en militant. Mais attention, au-delà de l'Assemblée. Vous avez suivi les applaudissements de l'Assemblée. Non, mais naturellement. Pour dire que vous êtes sur la bonne voie, vous nous défendez. Non, mais attention. Lorsque des gens se regroupent même au niveau des institutions, se soutiennent mutuellement dans le mal contre les intérêts de la République, c'est de la haute trahison. Voyez-vous, on ne peut pas nous dire, parce que le député serait unanime par rapport à cette question, que l'on doit occulter cette réalité. Comment peut-on avoir des députés qui touchent 21 000 $ et ils n'ont même pas honte, ils continuent à faire pression dans l'opinion alors que la population a besoin de la clarification. Pour dégager la rémunération dont on parle, il faut d'abord commencer à vous questionner sur l'enveloppe globale en termes de fonctionnement des institutions. C'est là où on va trouver la vérité. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, au regard du budget et de la loi sur la réduction de comptes, le Parlement, à lui seul, dépense près de 650 000 $ le jour. Est-ce que vous savez, au regard de données que eux-mêmes nous fournissent, la présidence consomme près de 800 000 $ le jour? Si c'est dans ces rubriques que l'on arrive à équilibrer ou à ajouter aux députés en termes de motivation, reconnaissez que vous avez trahi la conscience collective. La population a besoin de savoir comment est géré les finances publiques et quels sont les écarts qu'il y a entre le personnel politique et le personnel technique. Monsieur Alain Bolodjoa, nous ne tendons pas lentement et sûrement vers la déchéance, selon certaines personnes, de ces deux députés. Non, mais la déchéance est déjà prévisible, mais justement pour voiler la réalité. S'ils avaient l'intention de connaître la vérité, vous pouvez être député, mais peut-être que vous ne bénéficiez pas de 21 000. Si parmi eux, il y a des gens qui peuvent démontrer qu'ils touchaient 21 000, sa démarche n'aurait pas de sens. Et d'ailleurs, Maboko Bank ne se donne pas moyennant un document en tant que tel. On donne, et je peux prendre les risques ici de citer M. Mbosso, lorsqu'il avait effectué des démarches et amené 5 tonnes, l'intention était quoi? 5 tonnes, ça veut dire 5 millions. Avant son élection, il était encore au bureau d'âge, il en a parlé, les audios existent, ce qui veut dire qu'ils ont fait de cette institution une mafia. Et lui-même l'a dit. Notre vulnérable, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables justement parce qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec le souverain primaire. Ils doivent s'assumer. En tout cas, c'est le président national du parti Lèvons-nous qui les dit, de révélation en révélation, mais chutons avec ces doubles sélections du mardi 27 septembre. Au cours de cette plénière, les élus nationaux ont aussi examiné la rubrique consacrée aux matières non législatives. Dans cette rubrique, on peut citer l'entérinement des membres de la Commission des droits de l'homme, les contrôles budgétaires et l'examen des rapports juridiques annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a avant tout rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante intervention lors du 77e Assemblée générale des Nations unies. Mbosso Kodiampouanga a lancé un appel pathétique à tous les Congolais
aux amis et partenaires de la République démocratique du Congo de soutenir le commandant suprême des FARDC et de la police nationale par tous les moyens, en commençant par la dénonciation urbi et orbi des actes du Rwanda dans la partie est de la RDC. La situation sécuritaire sur l'ensemble du pays reste préoccupante et exige une attention particulière des autorités du pays. L'avancée du conflit Teke-Yaka vers les Kwilu avec un total de plus ou moins 300 morts doit interpeller chaque Congolais, surtout quand on sait qu'il y a dans ces conflits des sujets ne s'identifiant aucunement de ces deux tribus. Au lendemain du transfèrement à Kinshasa de plus ou moins 8 suspects ne parlant ni lingala, encore moins le français et le kikongo, un autre fait alerte les esprits sur la situation sécuritaire du pays. Il s'agit selon certaines sources de l'arrestation dans la commune de Kimba-Onteke d'un autre sujet infiltré déguisé en fou. Aux côtés de ces faits s'ajoute l'occupation inquiétante des Boudagana par le 1-23 qui ne cesse de tenter d'aller à la conquête des autres territoires congolais. D'où l'essence de la proposition de la convocation d'un congrès au Parlement pour une analyse approfondie et sérieuse de cette situation, initiative du député national Hubert Furukuta. Je suis allé jusqu'à après minuit, à peu près, pour tenter de faire passer ma motion et demander au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer un congrès spécial pour la sécurité et l'agression dont nous sommes victimes, nous, la RDC. Les pays qui nous attaquent, les pays qui nous agressent, mettent tout leur temps à réfléchir sur les stratégies à mettre en pratique pour nous anéantir. Mais j'ai l'impression que les hommes politiques congolais, à part le président de la République, j'ai l'impression que tous les autres aiment se reposer pendant un temps aussi difficile comme celui-ci. Nous sommes en guerre. La RDC est en guerre. En attendant, les esprits avertis se posent des questions sur les silences monstres de la classe politique congolaise, y compris ceux-là même qui ont accueilli les éleveurs hier. Aujourd'hui, semeurs des troubles dans les Grabandundu. Des actions concrètes et à la taille des atrocités commises, voilà l'attente des Congolais, de ses dirigeants. Affaire à suivre. Nous bouclons cette page rétrospective avec l'adoption du projet du calendrier à l'Assemblée nationale. Mais pour certains, les sujets adoptés ne répondent pas aux urgences, au mieux à l'urgence sécuritaire du pays quand on voit la situation dans la province de Maïndombe, Kwamut, entre Teke et Yaka. On parle de l'insécurité dans la partie est. Boudagana occupé, ça fait plus de 3 mois. Donc, on n'a pas senti, selon certains, la préoccupation des élus par rapport à cet aspect sécuritaire. Bon, je crois que lorsque nous parlions de l'autre point relatif à l'Assemblée nationale ou au Parlement, nous avons peut-être de manière implicite démontré la préoccupation de ce que vous appelez les élus. Leur préoccupation, c'est de préserver le peu d'honneur qui leur reste. Leur préoccupation, c'est de se faire une santé financière au détriment de la population. Les grandes questions de l'État ne le préoccupent nullement. Lorsque vous prenez leur calendrier, vous vous rendez compte qu'ils sont dans une sorte de routine. Ils n'ont pas un esprit ouvert pour cerner les vrais enjeux de la République. Et fort malheureusement, même s'ils pouvaient prendre les risques de réfléchir, ils font des analyses approximatives et superficielles. C'est tout de même surprenant de voir qu'un pays qui est supposé être en guerre, bien qu'on va aborder cette question, et les gens préfèrent traiter sur des lois qui peuvent attendre. Parce qu'en termes de hiérarchisation de besoins, au regard de la configuration actuelle et de la grande crise qui assaille notre peuple, on devait plutôt sentir la capacité de ces fameux parlements à faire de coupes budgétaires et à soutenir les opérations militaires. C'est là où on voulait sentir l'intelligence de ces parlements. Mais fort malheureusement, nous assistons là à une sorte de robotisation. Il y a un parlement qui est constitué d'une majorité mécanique et dont les personnes déjà font une sorte de carence
en termes de patriotisme, nous pensons que c'est vraiment une honte de voir que ceux qui prétendent être la représentation nationale n'arrivent pas à intérioriser. S'ils étaient en osmose avec la population, on allait sentir une bonne orientation par rapport à ces questions-là. Et fort malheureusement... Comment ne pas être en harmonie avec la population alors qu'ils sont leurs représentants? Non, mais ils sont... peut-être parce que vous êtes de l'opposition que vous ne voyez pas l'engagement, les soucis du pouvoir ou du Parlement dans la recherche des solutions par rapport à la... Non, mais attendez, dans ces mêmes parlements, le président de cette chambre avait clairement dit « sortez de groupes armés ». Il s'adressait aux députés. Jusque-là, aucune action n'a été menée dans ce sens. Essayez de voir ce que Délice Esanga a fait, qui est déjà, ça répond aux devoirs citoyens, et la présence de groupes armés au niveau de l'institution. Entre les deux faits, quelle est la priorité? Voyez-vous, c'est-à-dire que pour eux, ce qui est essentiel, c'est de voir comment encenser M. Félix Tshisekedi. Ils ont fait de lui président de la République. Il fait une déclaration captieuse. C'est la population qui a fait du chef de l'État président de la République. Je ne pense pas que M. Félix Tshisekedi soit le choix de la population. Ce sont des arrangements particuliers qui ont fait de lui ce qu'il est. Et voilà aujourd'hui, au lieu d'avoir le Parlement comme le garde-fou du pouvoir, comme la limitation du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, on en fait des adeptes. On commence le message par l'encenser, par le déifier, alors que le Parlement doit être le contrepoids du pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir, ces principes s'appliquent par rapport à l'organisation. Fort malheureusement, on sent qu'il y a beaucoup de délire dans ce qui s'est fait dans cet État, et donc nous devons demander à notre peuple de se prendre en charge. Et au-delà de ça, j'ai suivi le deuxième intervenant, ce député. C'est quand même surprenant. Je suis une fois de plus déçu de voir que de grandes questions de l'État être abordées avec légèreté. Apparemment, c'est le même refrain qui vous accompagne jusqu'au bout. Non, c'est le même regret fort malheureusement parce que nous constatons que les questions de l'État soient abordées avec autant de légèreté. Si un député vous dit, parce qu'il y a des questions sécuritaires, et que l'on doit convoquer le Congrès, la question que l'on doit lui poser, quel est le soubassement constitutionnel de ces démarches? Est-ce que la Constitution a prévu le mécanisme pour convoquer le Congrès au cas où il y aurait une question sécuritaire, alors que l'initiative de convoquer, d'associer l'Assemblée nationale et le Sénat au cas où le président déclarait la guerre revient au président. Il n'y a aucun soubassement constitutionnel qui donne à l'Assemblée nationale et au Sénat de convoquer le Congrès sur cette question-là. Sauf peut-être s'ils veulent mettre en accusation M. Félix Tshisekedi pour raison de haute trahison. En ce moment-là, il y a un soubassement légal. Alors dites-moi comment les députés qui prétendent être la représentation nationale ne connaissent même pas la volonté de la population. Même si on pouvait convoquer les congrès, qu'est-ce que le Congrès peut prendre comme décision qui serait applicable dans l'État? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de prendre ce genre de décisions dès lors que la présidence et le gouvernement n'ont pas statué sur la question. Nous comprenons que le pays n'est pas assez représenté. Il y a beaucoup de questions qui devraient être abordées avec sérieuxité, et nous nous rendons compte que les gens qui sont là n'ont pas qualité, n'ont pas des aptitudes nécessaires pour prendre position par rapport aux enjeux de l'heure. Nous voici malheureusement à la fin de cette page rétrospective de la semaine, et si on demandait à M. Alain Bolodjoa, président de Lèvons-nous et Bâtissons-nous, de dire un mot en 1 minute. Je crois que pendant tous les moments que nous avons passés ensemble, nous avons compris que le pays est sous-administré. La population est sous-représentée, justement parce qu'il y a un problème de casting, il y a un problème de qualité. Heureusement pour la population n'a pas voté, n'a pas élu la quasi-majorité de ceux qui sont là. Nous pensons que le peuple doit se prendre en charge. Parce qu'au regard de la situation, au regard de l'évolution, nous sentons que le pays est en train de naviguer à vue
il n'y a pas de boussole, il n'y a pas des actions qui soient prises dans le sens de la population. Il y a des inégalités qui sont grandissantes. Il n'y a pas de solution en termes de questions sécuritaires. Il n'y a pas une bonne gouvernance pour garantir la paix dans le foyer. Il n'y a pas d'autre solution que d'enclencher l'article 64. Merci beaucoup à M. Alain Bolodjoa pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, téléspectateurs du Reflet de Kinshasa. Nous disons King 24 pour la fidélité. Suivez cette page rétrospective en rediffusion lundi à 6h30. En attendant, restez branchés sur votre chaîne.